Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre ici au Novotel Orisha de Cotonou pour cette partie de plaisir mensuel que nous vous devons d'ailleurs. Notre invité aujourd'hui est un homme qu'on ne présente plus parce que c'est un homme des médias. Il a fait les beaux jours de l'ORTB. Georges Amelon, puisque c'est de lui qu'il s'agit, nous parlera aujourd'hui à cœur ouvert de ses forces, de ses faiblesses, mais également au terme de cette émission, il devra nous donner des recommandations pour continuer à garder la maison mère qu'est l'ORTB. Georges Amelon, bonsoir. Bonsoir, de l'accueillir. Je voudrais déjà vous remercier d'avoir accepté notre invitation. Ce n'était pas du tout donné et je ne savais pas si vous alliez accepter. C'est un plaisir. Donc, c'est toujours un plaisir de faire quelque chose pour la maison mère. D'accord. Alors ici, nous aimons vraiment les papatos parce que, dois-je vous dire que nous sommes sur le web. Et ici, nous aimons vraiment la vie privée des gens. Donc je vais fouiner, je n'hésiterai pas. Nous aimons les grands déballages, donc je vais fouiner partout. Et je voudrais me rassurer que vous également, vous allez essayer de nous parler vraiment sans langue de bois. Je peux compter sur vous. Vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche. D'accord. Donc, ce qui sera dit, je le dirai sans aucune arrière-pensée. Mais sachez aussi qu'il y a des choses qui peuvent mettre en cause d'autres personnes. Et là, je m'abstiendrai de tout vous révéler. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas un autre prénom qui... Moi, par exemple, je m'appelle Sefri. Vous n'avez pas un prénom... Vous voulez parler de mon prénom traditionnel? Oui, voilà. C'est Denagnon. 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 Ah, d'accord. Denagnon, ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça vous fait déjà d'être avec moi? Puisque j'ai envie de dire que vous êtes quand même avec un de vos collaborateurs ou une de vos collaboratrices. Nous avons fait pas mal de chemin ensemble depuis bon nombre d'années aujourd'hui. Je trouve que vous n'avez pas changé. Donc, il n'y a pas de raison que je me sente mal à l'aise. D'accord. Je vois passer par ici le directeur général du Novotel et j'aimerais quand même lui dire bonsoir. DG, bonsoir. Bonsoir. Merci pour... Comment allez-vous? Bonsoir, je vais très bien. Très bien. Merci d'être là. C'est à nous de vous remercier pour cet espace que vous nous donnez, vous nous offrez tous les derniers vendredis du mois. Merci vraiment. Pas de problème, on est ensemble comme on dit. Et puis, je voulais juste souhaiter une très très bonne rentrée aux enfants. C'est le week-end. Oui. Et puis, on est amené à se voir bientôt. Bonne émission. Merci beaucoup. Bonne continuation et à bientôt. Oui, merci beaucoup. Au plaisir. Au plaisir. Alors, chers amis internautes, mesdames, messieurs, nous allons nous déplacer pour nous mettre un peu autour de la piscine de l'autre côté pour continuer notre émission. À tout à l'heure. Alors, voici pour vous la première escale de cette émission. À tout de suite. Je me suis toujours demandé d'où étaient originaires les Amelons. Je ne suis pas né au Bénin. Ah, d'accord. Je suis né au Sénégal, je suis né à Dakar précisément. Quand on parle de Amelon, on parle des Gbagidi. Okay. Et dès l'instant où on vous dit Gbagidi, vous devinez automatiquement qu'il s'agit des collines et de Savalou en particulier. Savalou. Amelon n'est que le Soninko, le nom de mon grand-père paternel. Il s'est trouvé tout simplement qu'au moment où mon père est allé à l'école et qu'on lui a demandé comment s'appelait son père, lui il a répondu Amelon. Ah, donc sinon, vous êtes Gbagidi. Nous aurions été Gbagidi Gbedigbi. Est-ce que Amelon a une signification particulière? Bien sûr. En abrégé, je vous dirais, parce que je ne vous dirai pas le tout, je vous dirais simplement Koussi Amelon. Koussi Amelon. Koussi Amelon. Ça signifie tout simplement que le sommeil, c'est l'épouse de la mort. Ah, d'accord. Ok. Ah, mais c'est bien de replonger dans l'histoire. Alors là, je comprends beaucoup de choses. Mon père était médecin, c'est vrai, mais c'était aussi quelqu'un de très engagé politiquement depuis ses années universitaires. Et il a milité tout le temps. D'ailleurs, c'est ce qui a fait que
Moi, j'ai connu beaucoup de figures politiques de l'Afrique contemporaine, des fois même à la maison. Et il a été syndicaliste. Il était en particulier à un moment le secrétaire général du syndicat des travailleurs du domaine de la santé. Ah d'accord, c'est pour ça. Oui, ensuite il a été secrétaire général du syndicat national des travailleurs. Et puis par la suite, dans son parcours, il a occupé différents postes de direction. Et sous la Révolution en particulier, il a été le président de ce qu'on appelait à l'époque la Cour populaire centrale, qui était en fait la Cour suprême de ce moment-là. Et il a été à ce poste-là pendant de très longues années. Il a d'ailleurs été jusqu'à ce qu'arrive le renouveau démocratique, la conférence nationale, puis le renouveau démocratique, avant de demander lui-même d'être déchargé pour aller se reposer. C'est ça. Il était le troisième personnage de l'État à ce moment-là. Comme vous d'ailleurs, puisque vous avez déjà fait valoir vos droits à la retraite. Oui, tout à fait. Votre mère, qui elle était? Alors, ma mère, c'est une femme qui a fait les études qu'on faisait à l'époque pour être institutrice. Et à 19 ans, elle l'était déjà. Mais ce que moi je retiens en particulier de ma mère, c'est qu'elle a toujours été présente pour nous. Je crois d'ailleurs que c'est la raison pour laquelle elle a très peu exercé et s'est plutôt repliée sur la maison. Elle a été ce qu'on appelait une ménagère. C'est ça. Mais donc elle s'est sacrifiée en fait. Oui, d'une certaine manière. Pour ses enfants. Elle a choisi d'être une mère ménagère. Tout à fait. Tout simplement. Et de véritablement nous encadrer. Parce que je dois vous avouer que pendant très longtemps, mon père n'était pas souvent à la maison. Oui, les institutrices d'ailleurs de cette époque, je sais ce que c'est. Oui, oui. Donc c'est tout à fait normal, je comprends très bien. Mon père était par moi et par vous et c'est vraiment elle qui nous a éduqués. Et croyez-moi, c'était une main de fer dans un gant de velours. Avec beaucoup d'affection à nous donner, mais en même temps une grande intransigeance sur les valeurs, sur le travail qu'on devait fournir et ainsi de suite. Je me souviens que même quand j'ai démarré à l'ORTB, il lui était encore fréquent de me convoquer à Porto-Novo où ils habitaient pour me faire des reproches sur la manière dont je tenais l'antenne ou sur les fautes de français qui pouvaient se glisser dans mon langage. J'ai envie de dire, ceci justifie cela, parce que je comprends pourquoi vous également, vous avez été si intransigeant avec nous. Bon, ça c'est une parenthèse. Parlez-nous de votre enfance, comment elle a été, surtout que quand on parle de Georges Amelon, ce n'est pas seulement Georges Amelon, il y a aussi les femmes, donc les grandes sœurs, également les frères. Oui. Parlez-nous de l'ambiance qui a rayé dans la maison à l'époque. Voilà qu'il y a certains qui sont nés en France, vous à Dakar, comment ça s'est passé? Alors, je vous disais, ça a démarré avec mes grandes sœurs en France. Marie-Gisèle, la première, Régine qui est venue après, André, Guy. Et puis moi, je ne suis que le 5e de la lignée. Après moi, il y a eu un garçon, Gilles, une fille, Judith, et puis le dernier, c'est Vladimir. Alors, tous ces enfants-là sont nés pour les uns en France, pour certains à Dakar, pour certains ici au Bénin. Et je dois vous dire que moi, je suis celui avec lequel, bébé, mes parents sont revenus au Bénin. C'était dans les années 59 par là, 59-60. Donc mon père s'est réinstallé au Bénin, il s'est installé à Porto-Novo, il a pris service à l'hôpital de Porto-Novo. Donc mes souvenirs d'enfance sont des souvenirs de Porto-Novo. L'un des souvenirs les plus particuliers que je garde, c'est celui de notre indépendance. Après, j'ai fait mon cours primaire à Porto-Novo, à l'école Notre-Dame des Apôtres, et puis ensuite j'ai été au cours secondaire Notre-Dame de Lourdes, toujours chez les religieux, jusqu'au bac. Et j'ai eu le bac dans les années, en 1976 très précisément. Et c'est ce qui m'a amené à venir à Cotonou, à l'Université nationale. Donc c'est comme ça que vous avez passé votre enfance. Il n'y a pas eu de loisirs, c'est toujours les cours parce non, vous savez, des loisirs, nous en avons eu pas mal. Je dois vous dire que nous avions
pas mal de liberté quand même. Et contrairement à ce que nous faisons aujourd'hui, nous ne vivions pas enfermés à la maison. Le résultat, c'est que nous avions toujours le vélo pour sortir de la maison, aller nous promener, en particulier dans cette descente-là qui mène de l'Assemblée nationale vers la lagune. Je me souviens d'avoir fait quelques culbutes à vélo d'ailleurs dans cette descente-là. Je me souviens aussi de nos parties de maraudage. Vous savez, dans cette zone-là, il y a énormément de manguiers. Les manguiers que vous voyez aujourd'hui le long de cette rue qui va jusqu'à la lagune, ces manguiers existaient déjà à l'époque où nous étions enfants. Et c'était notre jeu favori d'aller marauder. Et pourtant, nous avions la bagatelle de 8 manguiers à la maison. Mais il n'était pas suffisant. Vous préfériez aller là-bas? Le manguier de l'extérieur était toujours meilleur. D'accord. Certainement que tout à l'heure, le Novotel Hôtel Orisha de Cotonou va nous ramener nos jus ici. Donc, c'est des jus qui nous offrent chaque fois que nous faisons cette émission. Mais en attendant, on va poursuivre. Aujourd'hui, vous êtes adulte. C'est vrai que vous nous avez maintenant parlé de vos souvenirs. Aujourd'hui, adulte, marié, je voudrais savoir qui a pu donc apprivoiser votre cœur. Alors, je vous dirais que j'ai été marié à 2 reprises. Ah, j'ai eu une première épouse qui est décédée entre-temps. Et puis, la seconde que j'ai épousée, c'est quelqu'un que vous connaissez bien puisqu'elle est à l'ORTB aussi. Et c'est elle que moi, je rencontrée. connais, mais les internautes et les téléspectateurs ont envie de savoir. Alors, elle s'appelle Hermine Akuna. C'est elle qui est la mère de mon unique fille. D'accord, mais j'ai mal fait de ne pas vous demander d'abord vos goûts en matière de femmes. Écoutez, je ne sais pas si j'ai des goûts particuliers. En tout cas, si j'ai des goûts, ils ne porteraient pas nécessairement sur le physique. La première chose qui m'attire chez une femme, c'est l'intelligence. On va parler de votre métier. Et comment est-ce que vous venez au journalisme? Ou comment est-ce que vous choisissez le journalisme? Ou plutôt c'est le journalisme qui vous choisit? Je pourrais dire ça d'une certaine manière. Je dois vous dire une chose, depuis que j'étais au cours secondaire, j'écrivais déjà dans les journaux. Mais il faut dire que l'écriture, c'est une passion ancienne. J'ai commencé à écrire très jeune des nouvelles, des romans, des petites choses comme ça. J'ai commencé très tôt à écrire des bandes dessinées avec mon jeune frère Gilles. L'écriture était déjà une passion. Et au cours secondaire, je me suis mis à écrire dans le journal de mon collège à l'époque. Ça s'appelait Le Vent l'encre. Et dès l'instant où j'ai eu l'opportunité d'écrire des articles dans ce journal-là, je ne m'en suis pas privé. Donc j'avais déjà un certain exercice dans le domaine, par pur plaisir d'écriture. Ensuite, il m'est arrivé de commencer à écrire un peu pour les journaux de la place. Ça a été en particulier Dao Express, puis ensuite Erouzou. Et quand j'écrivais, c'était souvent pour faire des reportages sportifs, pour quelques papiers, donner des résultats, décrire une rencontre ou des choses comme ça à laquelle j'avais assisté. C'est par là que j'ai commencé. Et en 1979, au moment où je me trouve à faire le service militaire, puisque à l'époque, 2 ans après l'université, il fallait nécessairement aller faire le service militaire, j'ai l'opportunité pendant les vacances, avant d'entrer au camp, d'aller faire un stage avec un ami, Gabriel Yandjou, au sein de ce que nous appelons la Nation. Aujourd'hui, ça s'appelait Erouzou. Voilà à l'époque, comment, ça s'appelait Erouzou. Oui, voilà comment j'ai abordé, disons, le monde des médias chez nous. Mais il faut dire une chose, je n'ai pas été formé pour être journaliste. J'ai fait du droit à l'Université nationale du Bénin, l'UNB. J'étais à la FASGEP, comme tout le monde à l'époque. J'ai fait mes années FASGEP. Et puis, à l'époque, à la fin de votre parcours, c'était l'État qui vous répartissait. J'avais fait relations internationales, donc je savais que ma vocation, c'était diplomate. Mais diplomate, pour moi, c'était aller m'asseoir dans un bureau pendant plusieurs années avant de pouvoir éventuellement aller en poste.
Je ne suis pas particulièrement administratif, j'aime pas beaucoup ce genre de oui. choses, j'aime plutôt le terrain. Sportif, Oui. tout ce que vous voulez, j'ai toujours aimé être dans l'action, vraiment être actif sur le terrain et tout. Et à ce moment-là, j'ai eu une drôle de chance, c'est de rencontrer un jour, quelque part où j'aidais une dame à servir, un monsieur qui s'appelait Michel Ouassa, et qui à l'époque, comme par hasard, était le directeur général de l'ORTB, la voix de la révolution à l'époque. Alors, la dame avec qui je travaillais a simplement choisi de me présenter à ce monsieur-là. Ce monsieur lève les yeux, me regarde, elle dit mon nom, et il me dit, mais il me semble que je vous connais. C'est vous qui écrivez dans les journaux. Vous écrivez souvent sur le sport. Et je dis, oui, c'est vrai. Alors, comme ça, il me dit, ah bon, mais j'aime bien ce que vous écrivez. Ça ne vous a jamais tenté de venir faire un tour à la radio, de vous essayer à la radio? Je lui ai dit, franchement, je n'y ai jamais pensé. Donc, c'est comme ça que vous faites votre bon, entrée? mais faites un tour. Faites un tour lundi. Rejoignez-nous à l'ORTB, on va voir ce qu'on peut faire. Et c'est voilà comme comment ça je me suis que vous présenté rentrez à l'ORTB. à l'ORTB. Alors, vous Sans avez... y connaître quoi que ce soit d'ailleurs, j'ai été totalement formé sur le tas par des gens qui s'appelaient Jean Biaou, et David Ogouchina, Ephraim Kenom, Jacob Chabi. Ce sont les gens qui... J'allais justement vous demander, vous êtes venu à l'ORTB, en tout cas dans le journalisme, par passion. Je dirais c'est inné en vous, vous aimiez en fait écrire et c'est ça qui va vous précéder en fait et vous conduire finalement dans le journalisme. Et oui, mais quelles sont les personnes en fait qui vous ont influencé une fois que vous êtes rentré dans le couloir du journalisme? Vraiment tous mes devanciers. Il faut dire que mon père écoutait énormément la radio. Je fais la même chose d'ailleurs, je crois qu'il m'a communiqué le virus. Ce qui fait que je connaissais pas mal de gens qui faisaient de la radio. Les Richard Aniabossou, les Wally Soumarou, qui d'autres encore, notre doyen qui est à Porto Novo. Les Isiaka, tous ces noms-là, c'était des gens que je connaissais vraiment. Je connaissais leur voix. C'était des gens que j'écoutais avec dévotion parce que je trouvais qu'il faisait quelque chose de très utile pour vous apprendre tous les jours quelque chose de nouveau. Et quand je suis arrivé à la radio, certains n'étaient plus là, mais comme je vous dis, j'ai trouvé d'autres. Les Lois Sogba, je vous ai des cité, gens qui vous ont énormément accompagné. Absolument, les Moufliadi, les Diogo Pelu, tous ces gens-là étaient mes aînés dans le métier. Quand je suis arrivé, ce sont des gens qui m'ont pris en main avec énormément de bienveillance, avec beaucoup de rigueur aussi, parce qu'avec eux, on ne trichait pas, c'était clair. Voilà, on va profiter pour leur faire un coucou, surtout à Soulé Isiaka et à Moufliadi, que moi aussi j'ai côtoyé plus tard. Oui. Alors, quand même, lorsque vous faites votre premier reportage à l'ORTB, puisque vous passez en fait de l'écriture maintenant à la voix, à la radio, quels ont été vos sentiments, surtout le tout premier reportage? Comment ça s'est passé? Moi, je ne me souviens pas de mon tout premier reportage. Je me souviens plutôt de ma toute première émission à la radio. D'accord, parlez-nous de ça. Et cette émission, c'est Moufliali qui m'a aidé à la réaliser. Pourquoi? Bob Marley venait de décéder. Et comme ça, les aînés se sont retournés vers moi en me disant, mais toi, tu dois bien aimer Bob Marley, tu dois écouter Bob Marley. Et puis j'ai commencé à en parler, à parler de Bob Marley, de qui il était, de sa musique, et ci et ça. Et comme ça, soudainement, ils me disent, mais c'est à toi de faire l'émission pour sa mort. Comme ça? Comme ça. Ah, j'étais tout surpris. Franchement. Mais ils m'ont dit, non, ne t'inquiète pas. Et Moufliali s'est offert pour m'aider à concevoir cette émission, à la mettre en onde. Je vous avoue qu'après, quand j'ai écouté cette émission-là, j'en ai plutôt eu honte. Pourquoi? C'était loin d'être parfait, oui. Réellement. C'était l'œuvre d'un débutant total. Mais il fallait essayer. Il y avait de l'accompagnement de l'aîné, c'est vrai. Mais avec les standards qui sont les miens aujourd'hui,
Je vous assure Mais c'est loin. oui, C'est- je vous assure c'est- que je n'aimerais pas que mes enfants écoutent cette émission aujourd'hui. Mais on dira que c'est en forgeant qu'on devient un forgeron. Bien sûr, ça, j'avoue que ces gens-là, en me mettant la main, le pied à l'étrier de cette façon-là, m'ont énormément aidé. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont des gens qui étaient pointilleux, rigoureux avec nous, sur tous les détails, mais qui en même temps étaient bienveillants pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin, pour peu que vous-même vous investissiez. Finalement, vous avez fait également de la télé et je voudrais vous demander, entre la radio, la télé, l'écriture, la presse écrite, qu'est-ce qui serait ce que vous aimiez le plus? La radio, incontestablement. 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 C'est d'ailleurs pour cette raison qu'à chaque fois qu'on m'a proposé d'aller à la télé, d'aller continuer à la télé, je m'y suis opposé. J'ai toujours aimé le métier de la radio. D'abord parce que c'est un média qui touche un peu tout le monde. Parce que c'est un média qui fonctionne dans l'immédiateté et avec beaucoup plus de facilité que la télé. La télé est bien plus lourde. Oui. La réalisation en télé, ça prend beaucoup de... Nous y sommes. Oui, alors que en radio, Rapidement, tout est on a rapide, fini. spontané, Oui. et vous êtes vraiment au service des gens. Vous leur apportez ce qu'ils ont On est plus envie de- proche, d'ailleurs. Oui, absolument. L'autre chose qui m'a toujours passionné, c'est que la radio atteint vraiment tous les publics. Elle n'est pas réservée seulement à une élite, elle touche vraiment tout le monde. Et moi, mon envie en faisant ce métier, ça a été toujours de servir le plus grand nombre. Donc vous comprenez très bien que la radio, pour moi, était l'instrument favori. Je vais revenir sur un temps, pardonnez-moi de dire que c'est un temps assez sombre quand même, parce que le premier face-à-face télévisé de l'histoire des élections dans notre pays, le Bénin, a été conduit justement par vous, Georges Amelon. C'était un battle, je dirais, entre le président Zissou et le président Talon. À la fin, malgré toute votre expérience, à l'époque, vous aviez quand même déjà totalisé assez d'années. Il s'est trouvé des voix pour dire que l'expérience n'a pas été du tout bonne. Vous n'aviez pas été à la hauteur. Je voudrais connaître vos sentiments à l'époque, vos ressentis. Lorsque des plus jeunes élevaient la voix pour critiquer quelque chose qu'un doyen a quand même fait. Dites-moi. Ben écoutez, c'est le droit le plus absolu des gens de ne pas être satisfait. C'est la première chose que je dois dire. Et quand vous choisissez de danser en public, les appréciations sont libres. Mais je vais ajouter à ça mon sentiment personnel en sortant de ce débat-là. J'en étais particulièrement déçu. Ah oui? Particulièrement déçu, pourquoi? Parce que avec les équipes de ces candidats, nous avions préparé une multitude de choses. Je crois que notre questionnaire devait avoisiner les 15 questions au moins. Si nous avons réussi à en dérouler 4, c'est vraiment beaucoup. Mais nous avions des consignes fermes de la HAC. La HAC nous avait fait comprendre que nous ne devions pas interrompre les candidats, que nous ne devions pas faire ci, que nous ne devions pas faire ça. Nous étions encadrés de façon très rigoureuse. Ce que nous avions préparé, nous, c'était faire en sorte que ces candidats-là parlent vraiment aux Béninois de ce qu'ils ont l'intention de faire une fois qu'ils seront au pouvoir. Mais je vais vous dire, dès l'entrée, nous nous sommes rendus compte que, comme vous avez dit, c'était un battle entre eux. Une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'au Bénin, nous n'avions jamais fait ça. Le résultat, c'est que nous avons essuyé les plâtres. Nous étions des néophytes totaux. Et c'est pour ça que nous avons énormément travaillé à regarder des débats tels qui se déroulent à l'extérieur et ainsi de suite. J'ai même contacté un collègue français qui avait déjà eu à animer ce genre de débat, qui travaillait à France 2 à l'époque, pour lui demander de me donner des indications. Et il était un peu mon coach sur cette affaire-là. Mais je dois vous dire que je suis sorti extrêmement déçu de ce débat. Déçu, mécontent, parce que j'avais l'impression que nous avions raté quelque chose. Et je vais vous révéler une chose peut-être que beaucoup de gens ne savent pas.
Ces deux personnes étaient venues sur le plateau pour se battre. Nous avons compris dès le départ que ça serait compliqué. C'est ça. Et ça l'a été tout au long. Et Maintenant, vous... je dois vous dire une chose. Je suis sorti très déçu. Mais ensuite, j'ai été encouragé par les échos que j'ai eus, en particulier de l'extérieur. J'ai eu des félicitations de Puisque c'était inédit, on ne pouvait pas... Sénégalais. Et quand me suis adressé à celui qui était mon coach en France et que je lui ai dit toute ma déception, il m'a dit, mais ça se passe comme ça aussi là-bas. C'est pas comme ça que ça doit se passer. Mais ce n'était pas ton débat, c'était leur débat. C'est ça. Ils ont choisi de s'affronter. Et ils se sont affrontés. Tu ne pouvais pas y couper. Et il m'a dit, c'est bien pour ça qu'ailleurs, les gens ne font pas un seul débat. Si vous allez aux États-Unis, ils en font plusieurs. Parce qu'une fois qu'ils se sont rentrés dedans et qu'ils ont vidé les querelles, ils ne peuvent pas le faire sur 2 ou 3 débats. Ah, d'accord. Dans les débats suivants, ils sont bien obligés d'être plus d'aborder les questions, les questions essentielles. L'autre chose que je voudrais savoir, c'est que lorsque vous devenez le directeur général de l'ORTB, il y a une autre polémique qui a été soulevée, c'est que c'était pour vous remercier qu'on vous a nommé. Je vais vous dire ceci, je n'ai jamais demandé à être directeur général de l'ORTB. Et d'ailleurs, quand j'ai été nommé, l'une de mes premières initiatives, ça a été de rencontrer ceux qui m'ont nommé pour leur demander pourquoi ils voulaient que je sois à la tête de l'ORTB. Quelle était la mission qu'ils me confiaient. Et je me souviens que j'ai précisé très clairement que si c'était pour servir, ils avaient fait un mauvais casting. Parce que ça, je ne savais pas faire. La réponse qui m'a été apportée, c'est que j'étais là pour redorer le blason de l'ORTB. Ah, et ma réponse a été, si ce n'est que ça, nous savons faire. Et je dis nous savons faire parce que je connaissais les gens avec qui je travaillais dans cette maison. Je connaissais leurs qualités, je savais exactement ce qu'ils étaient capables de donner si on leur en fournissait l'occasion. Alors aujourd'hui, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de mutations en termes de technologie de l'information. Je voudrais faire avec vous l'exercice de retracer ces changements de vos débuts à ce jour. Alors, les changements sont impressionnants quand on y regarde de près. Je me souviens que quand moi je suis entré à l'ORTB, à la radio, nous travaillions avec des bandes. Et je crois qu'à la télévision, à l'époque, c'était déjà les Bitacam. C'était lourd. Pour faire un montage en radio, il fallait repérer avec ses doigts l'endroit où se trouvait le son, marquer avec un bic, couper avec des ciseaux, coller avec un scotch et remettre tout ça en route. C'était fastidieux. Bon, mais on y gagnait une très grande habileté. Et on montait en des temps records. Ensuite, venu petit à petit à l'ère du numérique. Je me souviens d'ailleurs que quand je suis revenu de France, parce qu'il faut dire que j'ai servi à la radio de 80 à 84, et puis ensuite je suis allé en France. Je suis allé rester en France pendant 8 ans. Ah, d'accord. Oui. Et j'en suis revenu seulement en 92. Et cette période de pause-là, vous avez toujours fait le journalisme ou vous êtes... J'étais en partie à RFI. J'y suis allé aussi pour le basketball parce que c'est le basketball qui m'a donné à manger quand j'étais en France. Mais en même temps, je faisais mes études à l'Institut français de presse. Ce sont les choses qui ont occupé mon temps pendant que j'étais en France. Ça m'a donné l'occasion aussi de servir dans un bon nombre de petites radios, de faire mon expérience, pour ainsi dire, en France. Et je suis revenu à l'ORTB seulement en 92. Et quand je suis revenu fort de l'idée qu'il était temps que nous évoluions. Voilà pourquoi, dès que je suis revenu à l'ORTB, je suis revenu de façon permanente à l'ORTB, je suis retourné à l'ORTB en 93. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à prêcher pour que nous nous informatisions. Ça n'a pas été chose facile. Mais il faut dire que j'ai eu de très bons accompagnements. J'ai eu, par exemple, quelqu'un comme Jean Hualakwe, qui était mon supérieur hiérarchique direct, qui est très ouvert au progrès et qui donc m'a un peu laissé faire à mon idée.
Et j'ai eu autour des jeunes comme Godefroy Maker-Chabi, Et il est au Henri Canada Assoba, actuellement, je oui, pense. des gens comme ça qui étaient eux aussi des personnes qui Il a considéraient... été mon maître de stage, Ah, je ben ne d'accord. l'oublie pas. C'est des gens qui considéraient que oui, il était temps d'arriver à quelque chose de plus moderne. Donc nous avons fait cette politique de moderniser, Donc on est d'équiper parti et du vinyle, d'informatiser. Nous sommes partis du vinyle, de la bande, voilà. et puis Après, à totalement de l'informatique, l'analogique oui, pour basculer vers le numérique. le numérique Et le aujourd'hui. numérique, ça a pris du temps. Ça a pris du temps et nous avons connu de grosses résistances. Moi, je connais des gens aujourd'hui qui ne se séparent plus de leur ordinateur, Oui. mais qui, à l'époque, m'ont combattu farouchement quand je Donc, parlais on va dire que la d'informatisation. technologie a changé, mais est-ce que vous pensez que la pratique même du journalisme devrait changer par rapport à cette technologie qui a connu des mutations? Les technologies nous apportent des opportunités nouvelles, des facilités nouvelles. Oui. Elles décuplent nos capacités. Mais il faut savoir qu'un métier demeure un métier. Les Ce n'est pas fondamentaux. parce qu'aujourd'hui on peut vous opérer au laser Oui. que les fondamentaux de la médecine ont changé. Et ce n'est quels sont pas les parce fondamentaux en fait? Alors les fondamentaux de notre métier sont ceux-ci. Nous sommes des gens que la société a mandatés pour donner de l'information. Nos concitoyens nous font confiance pour aller rechercher l'information, la traiter et la leur offrir pour leur permettre de savoir au quotidien ce qui se passe. L'information, elle est de toute nature, elle peut être politique, elle peut être économique, elle peut être culturelle, sportive. Même la météo, c'est une information. Et vous savez très bien l'utilité de la météo pour des paysans, par exemple. C'est encore plus vrai quand on est dans un pays occidental où la météo vous dit comment vous devez vous habiller pour sortir. C'est ça. Si vous devez mettre des chaînes à vos pneus pour sortir votre véhicule, si vous ne voulez pas avoir d'accident. Tous ces éléments d'information, c'est à nous que la société confie la charge de les porter et de les mettre à disposition de nos concitoyens. Voilà pourquoi nous-mêmes devons faire ce métier avec énormément de rigueur. Nous ne devons pas induire les autres en erreur. Ils comptent sur nous pour se faire une opinion. Ils comptent sur nous pour être mieux informés, pour savoir quoi faire le moment venu. C'est à nous de ne pas trahir cette confiance qui est placée en nous. Nous venons de finir la première escale et je vous ai noté sur 10. Je vous donne tous les points parce que franchement, vous avez parlé. Et je suis contente. Nous allons franchir cette étape du moment de vérité. Dans cette rubrique moment de vérité, nous allons vous questionner sur l'actualité pour vous permettre de donner votre opinion. Et cette fois, nous allons parler de sport. Donc, nous allons parler également de fake news et nous parlerons de liberté de presse. Alors, je vais commencer plutôt par les fake news. Oui. Ils sont abondamment utilisés aujourd'hui et je voudrais que vous me donniez votre sentiment. Pourquoi, à votre avis, cette propagation des fake news? C'est une évolution normale des choses. Le journalisme aujourd'hui n'est plus, ou bien la propension à répandre de l'information n'est plus l'apanage exclusif des professionnels des médias. On parle beaucoup aujourd'hui du journalisme citoyen. Oui. Ça signifie tout simplement que n'importe qui, où il se trouve, peut décider, grâce aux réseaux sociaux, de porter de l'information sur la place publique. À partir de ce moment-là, tout naturellement, il s'ensuit que les personnes qui deviennent vecteurs ou prescripteurs de l'information sont des plus variés et ne sont plus que des professionnels. Si c'est déjà le cas, mais croyez-moi, si nous, journalistes, il nous arrive de nous tromper et de commettre un erratum, de devoir rectifier auprès de nos lecteurs, de nos auditeurs et les téléspectateurs, mais il est bien normal que quelqu'un qui n'a pas appris ce métier avec autant de rigueur, qui ne sait pas qu'une information, il faut la recouper, la vérifier et tout ce il lui est loisible de répandre même une rumeur. Donc les fake news ont de beaux jours devant eux. Oui. Et
Ça, c'est d'autant plus vrai qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous sait que l'information est une arme. Alors, pourquoi des gens qui ont des intérêts économiques ou politiques ne devraient pas se servir de ce champ ouvert pour véhiculer de l'information, fût-elle fausse? Donc c'est la guerre de l'information. C'est de la guerre de l'information. Pour Et influencer maintenant, il les nous appartient positions. à nous, professionnels, de toujours ramener le citoyen dans le droit chemin. C'est ça. C'est à nous que les citoyens doivent faire confiance. Et c'est pour ça qu'il est encore plus important aujourd'hui que nous fassions bien notre travail. Voilà, j'en venais pour vous demander quelle devrait être la conduite à tenir pour un journaliste aussi aujourd'hui face à l'infox. Il faut nécessairement que les journalistes soient encore plus rigoureux par rapport à l'information qu'ils donnent, par rapport au recoupement, à la vérification de l'information. Mais il n'y a pas que ça, il faut également que les médias dans lesquels nous travaillons soient de mieux en mieux organisés pour échapper à la propension à donner de la fausse information. Voilà. Parce que tout ça contribue à notre crédibilité. On va passer là-dessus pour parler de la liberté de presse. Ce que j'aimerais savoir, c'est ce que vous pensez de la liberté de presse au Bénin. Sommes-nous en danger? Nous, journalistes, je veux dire. Il y a longtemps que moi je dis que nous avons un vrai problème au niveau de la liberté de presse au Bénin. Nous avons un problème qui est multiple et multiforme. Nous avons d'abord un problème parce qu'il faut balayer devant sa porte qui concerne les médias eux-mêmes. Pour que les médias puissent faire leur travail comme il se doit, il faut qu'ils soient organisés pour. Ça signifie tout simplement que nos entreprises de presse doivent se donner les moyens de recruter les meilleures personnes pour faire ce travail délicat, leur donner les moyens d'exercer leur métier comme il se doit et ne pas dépendre d'autres personnes pour pouvoir exercer. Je ne veux pas vous marcher sur les mots, mais c'est la question qui devrait venir après votre réponse pour dire que peut-être que c'est nous, médias même, qui avons donné... Mais je vous ai dévancé. Oui, oui. Je vous ai dévancé et je n'ai pas fait exprès. Oui, allons-y. Je voulais balayer devant notre porte. Oui. Il est impératif que nous-mêmes, nous soyons capables d'assumer la responsabilité que la société nous confie. Il faudrait donc que nous soyons mieux organisés. Il faudrait que le modèle économique qui est celui de nos entreprises de presse change fondamentalement pour que nous ne soyons pas tellement tributaires de ceux qui nous donnent de l'argent que nous soyons obligés de modifier notre manière d'aborder l'information pour utiliser un euphémisme. C'est ça. Maintenant, il faut fondamentalement aussi que ceux qui sont des décideurs ou des gouvernants comprennent quel est le rôle qui est celui des médias au sein d'un système comme celui que nous expérimentons, le système démocratique et l'état de droit. Il faut que nous soyons capables de comprendre que tant qu'on n'a pas une presse libre, on ne peut pas se targuer de faire de la démocratie, on se ment. Le vrai débat, c'est que à chaque fois que les médias jouent leur rôle de chien de garde-fou contre l'arbitraire ou contre les dérapages ou contre ceci ou cela, les hommes qui dirigent sont beaucoup plus enclins à faire attention. Parce que vous pouvez dénoncer à tout moment à ce qu'on leur répond. On vous comprend aisément. On va aller vers le sport. Le sport doit partir d'une politique. Il faut qu'on sache que ça commence très tôt par de la détection, de la formation, des compétitions de jeunes, tout ce qu'on veut pour progressivement évoluer vers le sport de l'élite. Quand vous voyez un Kylian Mbappé à peine 20 ans faire des merveilles, il faut aller regarder derrière lui. Vous avez une dizaine d'années de pratique. Je me souviens que quand je suis entré à l'équipe nationale du Bénin, j'avais 17 ans. Et chacun trouvait que j'étais précoce. L'équipe nationale du Bénin, de basketball. Ah d'accord, ok. Je suis entré à l'âge de 17 ans, tout le monde trouvait que j'étais précoce. Ce que nous oublions, c'est qu'au moment où j'entrais à l'équipe, j'avais 9 ans de basket derrière moi. Il faut dire qu'à cette époque-là, le sport était organisé chez nous pour que nous soyons parmi les meilleurs d'Afrique. D'ailleurs, beaucoup de nos équipes à l'époque ont plutôt brillé. Le basketball béninois
face à l'équipe française ici, dans les années Révolution, n'a pas fait piètre figure. Il semble quand même que la compétition de pétanque nous sourit. Il faut remercier Guy Tronou, qui est aujourd'hui le technicien majeur de la pétanque et qui suit ces enfants-là, qui est dans la pétanque aujourd'hui. Les résultats que nous voyons aujourd'hui ne sont pas de la génération spontanée. C'est des choses qui remontent à plus de 10 ans. C'est un travail qui remonte à plus de 10 ans. Vous pouvez aller faire un travail là-dessus, un travail de reportage, d'enquête sur la manière dont aujourd'hui nos guépards et amazones de la pétanque sont capables d'être champions du monde. Ce n'est pas le fait du hasard. Et c'est le cas d'autres disciplines qui brillent bien plus que le football, même si c'est le football qu'on voit avant tout. Mesdames, Messieurs, maintenant c'est votre tour. Voici le show des internautes. Alors ici, Georges Amelon, c'est vraiment des questions que les internautes vous ont posées. Et moi, je vais me faire le devoir de vous les reposer. Le premier internaute veut savoir ceci. Le métier de journaliste continue d'être attractif. Les écoles de journalisme ne chôment pas. Mais pensez-vous que l'environnement des médias au Bénin peut consommer tous ces jeunes qui rêvent du métier que vous avez exercé? Sinon, à quelles conditions ça marchera? Alors, sur la question de savoir si le paysage audiovisuel aujourd'hui ou le paysage médiatique au Bénin peut absorber tout ce qui sort des écoles, ma question est sans embâche non. Je vais vous dire, il y a des personnes que j'ai formées à l'ENAM depuis plus d'une dizaine d'années qui sont toujours sur le marché à rechercher un emploi stable. Alors, ça signifie tout simplement que la capacité d'absorption de nos médias ne répond pas à ce qu'elle devrait être. Mais pour une raison toute simple. Je parlais de nos entreprises de presse tout à l'heure. Il faudrait qu'elles soient organisées autrement. Si vous regardez sur la place de Cotonou, vous avez plus d'une quarantaine de quotidiens. Est-ce que nous allons demander à nos jeunes d'étudier pendant des années, d'entrer dans la vie active pour ne pas pouvoir en vivre? C'est dommage. Moi, ça me pose problème. Oui. Maintenant, quelle serait la solution? Moi, je crois que ce qui nous avantagerait, clairement, il faut le dire sans embâche, c'est que certains médias disparaissent ou se regroupent pour être bien plus forts et pouvoir offrir quelque chose de bien plus attrayant aux lecteurs, aux téléspectateurs et aux auditeurs. Les groupes sont l'avenir, mais les groupes, il faut qu'ils se diversifient, il faut qu'ils soient capables d'être à la fois sur tous les fronts, offrir de la vidéo, de la photo, pour être capable d'offrir des news, des émissions, de la production, et ainsi de suite. Tant que nous ne ferons pas ça, d'abord, il sera impossible de vendre nos services. Parce que la seule chose qu'on peut vendre dans notre métier, c'est la qualité. C'est la qualité qu'accompagne les annonceurs. DG, si vous devriez donner le top 3 des moments ayant marqué votre carrière, quels seraient ces moments? Je vous dirais l'interview d'un chef d'État qui m'a le plus marqué. Je n'ai jamais vu un chef de l'État ou une personnalité qui m'a impressionné. Le seul qui a réussi à le faire s'appelait Thomas Sankara. J'ai eu l'occasion de l'interviewer ici. Il était venu au Bénin. Et puis, je l'ai un peu chahuté en lui disant, bon, vous faites de la révolution, nous on l'a fait depuis bien longtemps, on n'en voit pas les résultats. Et quand j'ai vu la passion qui animait cet homme, la manière dont il croyait à ce qu'il disait, défendait, au point de me donner rendez-vous à la présidence de la République pour continuer le débat, eh bien, je me suis dit, voilà quelqu'un qui croit en ce qu'il fait. Il était tout de conviction. Et je peux vous assurer que quand il a été assassiné, je l'ai senti comme un coup de poignard au cœur. Vous avez coulé les larmes? Non, je n'ai pas pleuré, mais ça vous a fait mal. J'étais amer. Oui, il y a eu la révolution. Il y a eu cette période-là où justement nous faisions notre travail, mais avec beaucoup plus de professionnalisme, alors qu'on parlait de révolution et il n'était pas alors. Donc le top 3, c'est les années révolutionnaires. Les années Après? Après, je dirais que
La seconde grande étape a été les premières élections que j'ai eu à couvrir au Bénin. Nous étions vraiment dans le système démocratique, nous donnions la parole à tout le monde, nous ouvrions le jeu pour tout le monde. C'était une émulation passionnant générale. En termes d'émulation et en termes de participation citoyenne. C'était extraordinaire pour moi. La troisième étape professionnellement, je dirais, pour moi, j'hésite un peu, mais je partirai délibérément sur mes années, mes quelques mois à la tête de l'ORTB. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup souhaité montrer à ceux qui décriaient l'ORTB qu'à l'ORTB, il y avait des hommes de qualité, des hommes et des femmes de qualité. Hein, franchement. Et j'ai été heureux que mes collaborateurs ne trahissent pas cet enjeu-là. Ils ont montré véritablement qu'ils étaient capables de faire de belles choses. Alors, pensez-vous que les médias n'ont jamais eu encore une influence sur la société béninoise? Toujours. Toujours. La belle preuve, vous parliez de fake news tout à l'heure. Oui. Les médias aujourd'hui sont les médias traditionnels, mais ils sont aussi les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez. Tout ça participe aujourd'hui à l'univers médiatique. Oui. Et croyez-moi, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui des gens se proclament influenceurs. Oui. C'est justement parce qu'ils ont envie d'agir par le biais des médias vis-à-vis de leurs concitoyens. Tout le monde aujourd'hui continue à suivre les réseaux sociaux, à s'informer, à chercher à savoir ce qui se passe. Et les médias ont toujours leur place dans notre société. Alors, mais justement, dans ce concert d'influenceurs, d'activistes web, quel est l'avenir pour le journalisme d'abord et ces médias qui se nourrissent en réalité des annonceurs? Le journalisme bien fait a toujours de beaux jours devant lui. Vous savez très bien que le citoyen sait faire la différence entre le bon journaliste et le mauvais. Vous savez que le citoyen sait faire la part des choses, indéniablement. C'est nous qui pensons des fois qu'il est naïf, qu'il ne comprend rien et ainsi de suite. Mais il suffit de voir comment les citoyens opèrent leur choix quand il s'agit de voter. Les citoyens demeurent friands des médias. Ils ont besoin d'être informés. Alors le journalisme a de beaux jours devant lui s'il arrive à satisfaire les attentes de nos concitoyens. Donc nous devons replacer les concitoyens au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes à leur service. Oui. Il ne faut pas que nous l'oublions. Nous avons tendance des fois à croire que parce que nous paraissons à la télé ou que nous parlons à la radio, nous sommes devenus des stars. Non, nous ne sommes que des serviteurs. Nous sommes là pour nous mettre à la disposition des autres et faire le travail qu'ils nous demandent. J'ai une autre rubrique dans cette émission, c'est le quiz. La question du jour, mesdames, messieurs, chers amis internautes et téléspectateurs, est celle-ci. En quelle année Georges Amelon débute-t-il sa carrière au Bénin et à l'ORTB? Grand A, 1974, Grand B, 1982, Grand C, 1980. Donc c'est une question à choix multiples. La première bonne réponse en commentaire va repartir avec un bon de réduction d'une valeur de 15 000 sur un achat dans les boutiques Lolo Andoche. Lolo Andoche que nous remercions au passage pour sa présence sur cette émission. Alors Georges Amelon, nous allons descendre par rapport à cette émission. Il est temps de nous dire au revoir, pas un adieu. Et je suis d'ailleurs contente que ce ne soit pas un adieu. Mais avant de partir, je vais vous poser une autre question. C'est par rapport aux valeurs qui devraient rythmer le parcours d'un journaliste. Quelles sont les valeurs auxquelles il devrait s'attacher pour espérer être au service véritablement de ses concitoyens? Alors, je dirais, la première pour moi, c'est le respect. Respect des règles du jeu, respect des règles de la profession, respect des personnes qu'il est censé servir. La seconde, c'est l'intégrité. La capacité à avoir de l'éthique, de la morale et de regarder le travail que nous faisons, non pas comme un moyen de flatter nos égos,
ou d'acquérir de la richesse ou par tous les moyens ou des choses comme ça, mais en étant fidèle à la vocation qui est celle du métier. C'est ce que je mets dans l'intégrité. Et puis si je dois en apporter une troisième, ce sera vraiment la conséquence des deux premières, la recherche de l'excellence. Faire bien ce qu'on fait me semble capital. Est-ce que j'ai évolué au passage? Oh, je crois que si, incontestablement. Merci. Vous avez pris de l'expérience du métier et donc forcément, vous ne pouvez pas rester statique. D'accord, Alors merci. quand je parle d'excellence, je voudrais rappeler à chacun d'entre nous qu'aucun d'entre nous ne va manger deux fois dans un restaurant où il a mal mangé la première fois. Aucun d'entre nous ne choisit un mauvais couturier. Aucun d'entre nous ne va chez une coiffeuse qui vous déçoit. Aucun d'entre nous n'aimerait se confier à un médecin qui ne fait pas bien son travail. L'excellence, c'est ce que nous recherchons tous. Il faut que si nous avons cette exigence vis-à-vis des autres, nous l'exigeons vis-à-vis de nous aussi. Vous avez sorti un mot qui m'intéresse, c'est la richesse. Est-ce que le journalisme nourrit son homme? Actuellement, certainement non au Bénin. Pour que le journalisme nourrisse son homme, il faut qu'en amont, il y ait des entreprises de presse dignes de ce nom. Des entreprises de presse qui comprennent qu'elles doivent évoluer pour vendre leur production de façon utile et générer des bénéfices, au moins un minimum de bénéfices. Il faudra également que nous ne soyons pas constamment, quand nous dirigeons des entreprises, en train d'organiser la paupérisation. Nous sommes dans des pays où c'est comme si nous avions un peu peur de voir des gens gagner bien leur vie. Oui. Et ça commence déjà à la maison quand nous choisissons de prendre un domestique, un chauffeur. Oui, je pense que c'est sociologique chez nous. Hein. Bon, on ne va pas discourir dessus. Oui, il faudrait déjà que nous ayons envie de mettre véritablement les gens à l'aise. Et les entreprises de presse doivent générer du profit pour mettre les gens à l'aise. Avec les accompagnements qu'il faut au niveau légal, au niveau... Tout l'environnement doit être organisé pour que le journalisme un jour réussisse à nourrir son homme. Alors après le journalisme, aujourd'hui vous avez fait valoir vos droits à la retraite. Quelles sont vos perspectives? À quoi est-ce que vous vous adonnez? Après le journalisme, qu'est-ce qu'on fait? J'ai beaucoup de projets. Je ne vais pas vous les détailler ici, nous n'en finirions pas. Mais même journaliste, j'étais consultant. Je continue à faire de la consultance. De la même façon, je continue à enseigner dans un certain nombre d'écoles de journalisme. Tout ça meuble mon temps de retraite. J'ai une retraite, n'en doutez pas, très active. Entre mes différents loisirs, Toastmaster et tout ce que vous voulez, j'ai une retraite très active. Je suis quelqu'un qui ne sait pas ne rien faire. Donc, croyez-moi, à moins que la maladie me cloue au lit, je crois que je continuerai à être dans l'action. Alors, Georges Amelon, franchement, ce fut un réel plaisir pour moi, surtout que vous avez accepté notre invitation. Merci vraiment. Je ne sais pas quel a été votre sentiment, ça vous a plu? J'ai aimé participer à cette émission. J'ai aimé surtout que vous me donniez l'occasion de m'exprimer le plus franchement que je pouvais. C'est l'une des choses que j'adore faire. En tout cas, moi, la liberté de dire ce qu'on pense, c'est très important pour moi. Eh bien, je vous en félicite. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, j'espère que vous également, vous avez aimé ce temps que nous avons passé avec vous. Retrouvez cette émission en nouvelle diffusion demain samedi sur BB24 à partir de 16 h. Bientôt, vous verrez également cette émission sur l'ORTB. Vous serez enfin avertis sur nos plateformes numériques. Merci et à très bientôt. Ciao.